suis Fabien Gasser, je suis consultant avant-vente au sein de la société Smile et vous pouvez me suivre sur Fabien Gasser, voilà. Je vais vous présenter donc les participants qui vont, je pense, s'introduire eux-mêmes. Et en commençant par Mathieu. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Mutz, moi j'interviens pour le projet CMS Made Simple. Donc je fais partie de l'association francophone des utilisateurs. Donc vous pouvez nous retrouver ici aujourd'hui. Je suis également au sein d'une entreprise qui s'intitule Air Libre et on fait de l'intégration et on utilise CMS Made Simple pour environ 80% de nos projets. Bonjour, je suis Yann Guemiero, je suis développeur, créateur d'extensions et créateur de templates pour Joomla. Je suis aussi le président de l'association francophone des utilisateurs de Joomla, association qu'on a créée depuis 2008 et cette année, c'est mon dernier mandat puisque l'année prochaine, en fait, je passe la main à quelqu'un d'autre. Donc, je profite pour saluer tous ceux qui sont venus, en fait, pour discuter autour de Joomla, puisque c'est avant tout en fait je profite un petit peu de la parole pour de remercier les personnes qui viennent contribuer autour de Joomla et qui travaillent avec Joomla. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Cédric Morin, je suis corps développeur de SPIP depuis 2006, donc ça fait un petit moment maintenant. Développeur indépendant et je suis aussi cofondateur d'un service d'hébergement dédié à SPIP qui s'appelle Nursit. Merci. Donc vous pouvez nous suivre, comme vous l'avez vu au début de la présentation, sur Twitter via le CMSD et le hashtag CMSD. Donc on va revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est HTML5 et CSS3. Donc, contrairement aux versions précédentes, on va dire que HTML5 et CSS3 apportent une... D'accord, pardon. HTML5 et CSS3 apportent donc un ensemble de standards avec HTML, avec CSS, avec DOM et JavaScript. C'est l'ensemble de ces langages de présentation et d'interprétation qui permettent donc de donner sa force à HTML5. Donc c'est des nouveaux standards surtout. C'est une nouvelle normalisation qui a permis donc de vivre via le V3C et de faire évoluer le langage et sa compréhension par les navigateurs. Qui nous a permis donc d'aller faire un grand pas vers la mobilité, vers les nouveaux types de supports, que ce soit les tablettes, les ordinateurs, vos mobiles, de fait de l'introduction donc de ces nouveaux standards. C'est plus d'organisation. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment les CMS, les solutions qu'on utilise tous les jours, permettent justement de profiter au mieux des avantages d'HTML5 et de sa nouvelle organisation. C'est une organisation sémantique qui se veut forte au niveau de la présentation du contenu et qui permet justement de mettre en avant le contenu, de le normaliser et d'indiquer finalement qu'un certain type de contenu n'en est pas un autre. Une navigation en nav est bien indiquée comme étant une navigation en nav et le sera toujours, qu'elle soit en bas de la page, qu'elle soit en haut de la page, et donc va apporter de la structure et de la normalisation à votre contenu. De même pour les articles, les sections, aside pour la sidebar qu'on retrouve généralement. Donc on manipule les concepts de présentation justement et on norme la présentation de ce contenu. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment aujourd'hui les solutions CMS Made Simple, Joomla ou SPIP vont tirer profit justement de cette organisation, de cette normalisation pour pouvoir mettre en avant ce contenu et pérenniser votre contenu. C'est avant tout l'avantage d'une normalisation, c'est de le rendre pérenne et de le normaliser. Voilà. Ce que va apporter en plus l'accès à l'HTML5, c'est tout ce qui est les API qui sont liées justement
à ces fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on va interagir avec le navigateur. Le navigateur va tirer parti des avantages du langage, que ce soit via l'accès déconnecté, via le local storage. Donc aujourd'hui, on va pouvoir stocker sur le navigateur non seulement le cache des médias, en indiquant toutes les propriétés à garder en mémoire, mais aussi avoir une base de données déconnectée. Ça veut dire que votre utilisateur, non seulement il va être sur son application, mais le jour où il sera dans une zone il sera en mobilité dans une zone qui ne capte pas, il pourra toujours accéder à ces contenus. Voilà, donc aujourd'hui, c'est de ne pas se soucier de savoir si l'utilisateur a une connexion, mais de partir du principe que oui ou non, il doit accéder à son contenu. Voilà, c'est ce qu'il fera revenir sur votre site, c'est ce qu'il fera revenir sur votre application mobile, par exemple. On parle de Canvas, c'est notamment de l'intégration du SVG, de tout ce qui est la mise en forme de logos, d'images. Donc ces images seront compréhensibles et seront accessibles directement via du code. Je pense notamment à la génération de graphiques ou ce genre de choses qui pourra être fait via la présentation et non plus via une image. C'est-à-dire que votre image aujourd'hui aura du sens et du sens au niveau sémantique. On pourra retravailler la donnée, on pourra la faire avancer et votre CMS ne sert plus qu'à donner de la présentation mais aussi de la donnée, ce qui est assez important. On va parler aussi du support audio et vidéo avec le support des nouveaux codecs, je pense à H264 ou ce genre de choses, la présentation du support des médias. La géolocalisation pour tirer parti justement, peut-être fournir à vos utilisateurs justement un contenu qui est en fonction de leur localisation. Voilà, on habite Paris, Marseille, Aix-en-Provence, et ce qui nous permet d'accéder à un contenu qui va être proche de nous. Voilà. L'idée aussi de la nouvelle génération de CMS, c'est d'avoir un contenu qui se rapproche de l'utilisateur et qui va être orienté vers l'utilisateur. Plus simplement faire une simple présentation, fournir du contenu sans se soucier de savoir qui est l'utilisateur. Et la dernière partie, donc ça serait les webforms. Et là, le grand concept derrière les webforms, c'est finalement de ne plus avoir une batterie de data picker, de data grid, finalement, d'outils finalement de présentation et qui auraient dû être inclus dans le langage. Donc finalement, on va rajouter, on va enrichir l'HTML de façon à fournir des composants qui vont vous permettre d'avoir des composants standards sur lesquels nous n'aurions plus du temps de développement à passer. Redévelopper un data picker, c'est quelque chose qui a été fait une dizaine de fois, une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Avec HTML5, c'est quelque chose qui sera inclus de base et normé et avec des limites. C'est-à-dire, vous aurez une plage de sélection, ça vient notamment avec l'ajout de nouveaux attributs et l'enrichissement du langage. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour de HTML5. Donc l'HTML5 et CSS3, c'est vraiment une fête pour vos contenus. On n'a jamais été aussi loin finalement dans l'utilisation des contenus, dans la présentation des contenus, dans la séparation, dans la segmentation, la sémantisation de vos contenus. C'est là un petit peu le mot d'ordre de cette nouvelle vague finalement de langage de présentation et d'interprétation. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser aux solutions, à CMS Made Simple, à SPIP, à Joomla, pour voir finalement quelles sont leurs implémentations de CSS3, d'HTML5 dans leurs outils pour tirer parti au mieux et profiter de cette évolution, de cette marche vers le futur qu'est HTML5 et CSS3. Faut-il préciser encore que HTML5 et CSS3 est un langage en évolution, n'est pas finalisé et donc est un parti pris à prendre pour donner aux utilisateurs une certaine modernité. Voilà. On va commencer avec SPIP. Alors oui, on va revenir sur le slide après. D'abord, je vais peut-être parler de ce qui est la façon dont effectivement HTML5, CSS3 sont exploités, sont mis en œuvre dans SPIP nativement.
Depuis un moment déjà, le premier effort, il a porté sur les web forms que tu mentionnais. Effectivement, où aujourd'hui, on a l'ensemble de tous les formulaires, que ce soit dans le noyau de SPIP ou dans les plugins, qui prennent déjà en charge les attributs étendus proposés par HTML5 pour les champs obligatoires, pour les placeholders aussi, ainsi que les différents types de saisies, les saisies date, les saisies email, les saisies URL. Donc ça, c'est des choses qu'on a intégrées progressivement depuis quelques années déjà, avec la possibilité en particulier dans le back-office de configurer si on veut profiter de ces attributs HTML5 ou non, puisqu'il y a encore aussi des gens qui développent des squelettes, des templates en XHTML, et d'avoir ces attributs qui interviennent, qui apparaissent, leur poser problème. Donc c'est quelque chose qui est débrayable dans la configuration de SPIP, et qui permet par contre, quand on le veut, directement d'enrichir les formulaires pour les utilisateurs qui ont des navigateurs modernes et avancés, puisque je dis ça avancé parce que par exemple, je sais que le time picker ou le date picker, c'est encore des saisies qui sont très peu supportées. Donc même si effectivement ces attributs-là sont mis en place, il y a toujours un composant JavaScript qui vient en secours sur les navigateurs qui ne les supportent pas encore. Ensuite, l'autre point sur lequel on a beaucoup exploité aussi HTML5, c'est sur la gestion de l'Ajax. Donc SPIP permet nativement de faire très facilement des blocs Ajax qui se rechargent partiellement, ou des formulaires Ajax avec très peu de code. Donc ça, c'est exploité aussi bien dans le back-office que dans les squelettes par les développeurs. Et donc, depuis la dernière version SPIP 3, on a enrichi ces fonctionnalités avec la prise en charge automatique de l'API Story, donc qui permet notamment de ne pas casser l'historique de navigation dans le navigateur. Donc ça c'est très important, parce que quand on utilisait l'Ajax, on avait souvent des ruptures de navigation. C'est-à-dire que si on se retrouvait à faire précédent, en fait, on ne revenait pas juste avant d'avoir cliqué sur le lien, mais on revenait à la page précédente. Et c'est quelque chose qui était très perturbant pour l'utilisateur. Ensuite, il y a aussi, je déborde un tout petit peu, mais pas tant que ça, justement l'intégration des rôles ARIA, qui est prise en charge nativement sur tous ces blocs Ajax, qui permet également d'améliorer l'accessibilité des blocs Ajax, des formulaires Ajax. Et dans les squelettes distribués par défaut, il y a la prise en charge des media queries pour proposer une adaptation aux petits écrans, notamment un smartphone. Donc ça, c'est intégré dans les templates par défaut. Et ensuite, il y a des projets comme là le projet Spipper qui arrive derrière, qui vont venir, qui sont des squelettes distribués en complément, donc pour ceux qui veulent les utiliser. Où là, on a un exemple d'intégration. On va avoir vraiment intégré le meilleur de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les frameworks publics. Donc pour CSS3, ça repose sur Bootstrap. Ça repose sur un markup HTML5 complet, sur du formatage avec des microdata pour tout ce qui est aussi référencement. Et on a essayé vraiment de mettre en place, prêt à l'emploi, et tout ce qu'il y avait de meilleur est disponible en composant HTML5, CSS3, structure des pages, des layouts pour faciliter la productivité et avoir quelque chose qui soit le plus avancé possible pour les utilisateurs, avec évidemment la prise en charge responsive pour toutes les différentes tailles d'écran. Merci. On va passer maintenant à l'utilisation donc de HTML5 et CSS3 sur CMS Made Simple. Oui, alors CMS Made Simple, donc très rapidement, la philosophie du système, c'est qu'il est puissant pour les pros, simple pour les utilisateurs. En fait, c'est un système qui est surtout destiné aux intégrateurs, agences, qui, eux, veulent avoir la main complète sur le code. Donc, pouvoir intégrer du HTML5, du CSS, du JavaScript, tel qu'ils le désirent. C'est la philosophie globale du système. Donc, par rapport au côté front-end pour l'utilisateur du site, la chose à retenir, c'est que l'intégration sur CMS Made Simple est totalement libre. Vous pouvez définir des gabarits réellement en HTML avec tout le codage HTML5 qui existe aujourd'hui et qui existera par après, et écrire vos pages comme vous le feriez pour un site statique, ou récupérer un code source existant pour l'intégrer dans CMS Made Simple facilement. Le système repose sur le moteur de gabarit Smarty. Smarty, en fait, c'est un moteur de gabarit qui fait le lien entre les données du CMS, donc vos listes d'actualités, votre galerie photo, la liste de vos pages, et la mise en forme.
C'est un système qui est omniprésent dans CMS Made Simple et qui offre justement cette possibilité d'éditer des gabarits librement, donc la possibilité d'ajouter du HTML. Là, vous avez un exemple, simplement, on voit une balise H1 avec title, entre accolades. Donc, le fonctionnement de Smarty est fait ainsi. Le title va être remplacé page après page par le titre principal de la page. Tout le fonctionnement étant fait ainsi, on peut par exemple définir une liste d'actualités ou un détail d'actualité avec d'anciennes balises ou des nouvelles balises. Ici, on a l'exemple d'une balise avec article, le header de l'article, l'adresse dans le footer, de sorte à bénéficier justement de ce nouveau marquage sémantique. Et en fait, ce gabarit-là, ce n'est pas le CMS qui va vous l'imposer, c'est vous qui allez l'écrire tel que vous le souhaitez. Et ceci est valable à la fois pour le cœur du système, mais également pour les différents modules. Au-delà de ça, on a des modules qui peuvent nous aider à intégrer un certain nombre d'outils en HTML5. Donc quelques exemples pour de l'audio-vidéo. On a un certain nombre de modules qui vous permettent d'intégrer vos vidéos, d'avoir déjà les scripts, donc JavaScript, du type MediaElement.js ou des lecteurs de ce type-là, qui exploitent toutes les possibilités d'HTML5, tout en étant compatibles avec les anciens navigateurs qui ne supporteraient pas. Auquel cas, on a un fallback en Flash ou en fonction du navigateur, il utilise des technologies différentes. On a des modules qui permettent de faire du drag and drop et de l'upload de fichiers très lourds, plusieurs fichiers à la fois. Là, j'ai un exemple avec jQuery File Upload. On a le développeur dans la salle, d'ailleurs. Et GB File Picker. Donc, c'est des outils qui sont intégrés à la fois sur le front-end et également sur l'administration. Un autre exemple au niveau des formulaires, on parlait des web forms. Le module Form Builder permet d'intégrer un certain nombre de ces nouvelles balises pour le choix d'une date, d'une couleur ou de tout type d'éléments. Et encore une fois, chacun de ces modules dispose de ses propres gabarits personnalisables. Donc à vous, en tant qu'intégrateur, de choisir ce que vous voulez faire de vos données et de la manière dont elles doivent s'afficher. On a différents éditeurs qui supportent HTML5, en particulier par exemple TinyMCE qui va de plus en plus vers le marquage HTML5 pour les articles, pour les asides ou différents autres éléments. Un petit exemple en géolocalisation, on a un module qui est lié à Google Maps qui permet automatiquement par défaut de localiser l'utilisateur s'il est sur ce smartphone ou en tout cas avec un appareil qui a un GPS, de calculer automatiquement les itinéraires. Là, une nouvelle fois, le JavaScript et les gabarits étant totalement personnalisables. Voilà, moi, pour ma partie. Je laisse la parole. On va présenter maintenant Joomla et son utilisation d'HTML5 CSS3. En fait, j'irai plus simplement parce que l'HTML5 CSS3, c'est une vieille histoire avec Joomla puisque dès 2010, on commençait déjà à faire des templates HTML5 dans la vieille version de Joomla. Aujourd'hui, on a deux versions qui existent de Joomla. On a la version 2.5 et la version 3.1. La version 2.5, en fait, l'HTML est parfaitement intégré, l'HTML5 est parfaitement intégré dedans. On fait un accès, une présentation en front, on intègre les librairies Bootstrap ou ce que l'on veut. C'est complètement en fait, natif, je dirais, pour les développeurs qui utilisent des frameworks de templates. Au niveau de l'administration, par contre, on a eu un changement, une véritable révolution par rapport à Joomla 3, puisque la librairie Bootstrap est maintenant nativement intégrée dans Joomla. Ça veut dire que aussi bien le front que le back-end, on a directement tous les boutons en fait, de Bootstrap, plus tout ce que propose en fait, cette librairie. On suit bien sûr l'évolution de Bootstrap qui passe du 2 à la version 3 prochainement, qui va apporter aussi son lot de nouveautés. Donc l'HTML5 aujourd'hui est vraiment une présence totale et indispensable. Je dis indispensable parce que on a eu l'exemple en fait dans SPIP ou dans CMS Made Simple en fait d'outils qui accompagnent. Aujourd'hui, toutes les extensions qui sont faites sur Joomla, qui sont portées sur la 3.0, sont pensées HTML5, responsive, Bootstrap. Tous les éléments en fait sont aujourd'hui nativement intégrés. Donc, en tant qu'intégrateur, c'est beaucoup plus facile. En tant que développeur, ça l'est également, puisque l'idée de base que l'équipe de développement a pensé, c'est que les développeurs ne sont pas des designers. Donc aujourd'hui, on a bien une séparation pour donner les outils
aux développeurs d'avoir du design aussi bien dans l'administration que dans la présentation en fait, des extensions. Donc voilà pourquoi le design a un aspect même au niveau ergonomique, puisque le principal atout d'une librairie comme Bootstrap, c'est de penser au responsive et notamment en fait au côté mobile, au first mobile. Mais ça, on découvrira en fait cet après-midi. Je voulais parler aussi un peu des frameworks. Il faut savoir en fait que pour le front, on peut développer from draft donc, directement un template de base, mais on peut se servir de l'un des... J'en ai comptabilisé 15, il y en a encore des autres un peu exotiques, mais c'est principalement les 15 que je vous ai mis dans le slide sont représentatifs de tous les templates qui existent à travers Joomla. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 templates existants disponibles. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Tous les frameworks qui sont présentés derrière moi sont libres et gratuits. J'insiste sur le mot gratuit puisque, en fait, certains vivent de la création de templates à partir de ces frameworks. Il faut savoir qu'un framework, c'est donc un ensemble d'outils qui vont vous permettre à la fois d'utiliser un template de base, mais aussi de le personnaliser à travers l'administration. Si je prends par exemple le cas de Gantry, Gantry est un framework très avancé qui dispose en fait d'une administration permettant de choisir les couleurs, permettant de choisir en fait des ensembles même de l'HTML5 et de pouvoir en fait donner à la place à l'utilisateur de pouvoir personnaliser les pages de façon différente, puisque l'objectif étant que l'utilisateur ait de plus en plus de possibilités de personnalisation. Voilà un petit peu où on en est. Merci. On a globalement vu les bénéfices donc, dans la vue utilisateur, que ce soit l'utilisation de WebFont, qu'on a rapidement évoqué, l'utilisation de microdata, des transitions visuelles, du canvas SVG, de la gestion des médias, des images, des vidéos et aussi bien des formats audio. Maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est l'administration. Quels sont les bénéfices d'HTML5, CSS3 pour l'administration du contenu, que ce soit sous l'utilisation de WebForms et de glisser-déposer. Je reprends ça. Ouais. Alors, dans ce PIP 3, on a toute la partie back-office qui est construite à partir des mêmes outils et des mêmes composants que les squelettes publics. Donc, la partie back-office est squelettisée. Donc, on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce qui est formulaire d'édition vont être enrichis avec l'ensemble des composants, des attributs HTML5 concernant les types de saisie, les attributs required, les placeholders, etc. La gestion de l'Ajax, qui effectivement, je le mentionnais. Donc on va vraiment retrouver toutes ces choses-là. Sur la gestion des médias, on n'a pas encore implémenté les librairies de type glisser-déposer qui permettent d'uploader, effectivement, et ça c'est quelque chose qui va venir très rapidement parce que c'est une attente forte en termes de simplification utilisateur. Ce qu'on a aussi après, c'est une manière dans le JavaScript, effectivement, on a pas mal d'utilisation de tous les attributs data et des datasets qui permettent d'enrichir pas mal les fonctionnalités de la page qui sont pas mal utilisées dans le back-office. Donc on va vraiment retrouver les mêmes choses que sur le front. Juste peut-être un complément à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la gestion des médias, effectivement sur les vidéos. Aujourd'hui, un des gros problèmes de HTML5 et de la vidéo, c'est sur l'accessibilité. Donc c'est vrai que nous là-dessus, on est encore sur une position assez conservative, c'est-à-dire qu'on est sur des players vidéo plutôt qui s'appuient sur des librairies qui permettent l'accessibilité de la vidéo avec le sous-titrage d'autodescription, ce que ne permet pas encore HTML5, et on bascule sur des vidéos HTML5 sur les périphériques du type tactile qui aujourd'hui supportent pas d'autre chose. Mais là, on est un peu conservatif dans le sens où HTML5, oui, mais à condition de ne pas y perdre en fonctionnalité. Le HTML5 progresse encore et va vers la normalisation. Donc... Tout à fait. Quand HTML5 sera prêt, du coup, les composants le seront aussi. Ouais, merci. Passons donc à CMS Simple. Donc d'un point de vue administration, sur CMS Main Simple, il y a eu de grands changements depuis les 2 dernières versions, avec une nouvelle interface au niveau du back-office. Bon, voilà, on a ici un aperçu. Donc c'est vrai que toute l'interface est conçue autour d'HTML5, avec non seulement les nouvelles balises
dont on parlait tout à l'heure, mais surtout un certain nombre de petites fonctions qui sont et dans le cœur et également dans les différents modules. De plus en plus d'ailleurs, les différents développeurs de modules intègrent les nouvelles fonctions HTML5. Un exemple, on a de plus en plus de fonctions de drag and drop, avec notamment une fonction qui est en native au niveau de l'interface. Donc on peut uploader facilement une liste pour une galerie d'images, quelques fichiers, documents dans tel ou tel dossier de manière dynamique pour les récupérer après pour proposer des liens de téléchargement par exemple. Donc ça c'est assez bien implémenté. L'administration est aujourd'hui totalement adaptée pour une navigation sur mobile, tablette. Le thème est totalement responsive. Un avantage aussi, c'est qu'au niveau de l'administration, si vous souhaitez vous créer un système un peu plus particulier pour vos clients, pour l'administration, vous pouvez créer votre propre thème à partir de l'existant assez facilement. Au-delà de ça, l'interface utilise beaucoup également la technologie Ajax. Je pense que tous les systèmes aujourd'hui l'utilisent beaucoup pour gagner du temps, accélérer les différents transferts et éviter le transfert de contenu inutile. C'est une interface qui se veut de plus en plus pratique. Aujourd'hui, on est à la version 1.11. Il va encore y avoir un bond en avant avec la version 2.0 qui va sortir d'ici quelques mois. Je vous invite à rester informés. Et on va conclure sur Joomla. Tu nous as déjà présenté certaines parties justement de l'administration avec l'utilisation de Bootstrap. Oui, notamment en fait, puisque là on parlait du glisser-déposer, il faut savoir que dans l'administration, nativement, on peut changer l'ordre grâce au glisser-déposer, puisque les différents éléments, plutôt qu'avant on devait cliquer sur un bouton pour pouvoir ordonner, aujourd'hui en fait on a simplement à prendre et à déposer de façon à organiser par exemple les articles ou toutes les extensions tierces, puisque comme c'est un élément natif, tous les développeurs peuvent se servir de ces outils. Donc à chaque fois, quand l'HTML5 a progressé du point de vue du code, de pouvoir harmoniser tout l'ensemble, ça a été intégré en fait dans le développement de Joomla. Puisque aujourd'hui, l'objectif, c'est que Joomla, aujourd'hui qui est en version 3.1, arrive à terme en version 3.5 avec tout un ensemble de fonctionnalités qui sont fortement attendues. Merci. Donc, le dernier point, donc, c'est la mobilité, c'est le mobile, c'est les tablettes, c'est vos smartphones. Contrairement donc, à l'usage sur ordinateur, on a un format mobile qui permet de tirer parti des dernières fonctionnalités d'HTML5 et de CSS3. Sur l'ordinateur, on a encore des utilisateurs qui vont rester sur Internet Explorer 6, 7 si on a de la chance, pour justement présenter ces contenus. Sur le mobile, on retire finalement ce format, voilà, on peut profiter des fonctionnalités du langage, déconnecter, géolocaliser, profiter des media queries justement pour servir des médias adaptés à l'écran. Et donc, on va voir comment SPIP se débrouille avec HTML5 et CSS3 en mobile. Alors, sur le mobile, pour moi, il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde du responsive, le monde des applications, même quand on parle d'applications HTML5. Autant sur le responsive, là, on va être dans quelque chose d'assez analogue à ce qu'on a l'habitude dans le développement des sites. On va être sur de l'adaptation CSS, du markup HTML. Et là, aussi bien ce que je présentais tout à l'heure, il répond très bien à partir de templates basés sur des composants modernes comme Bootstrap, on va pouvoir faire des sites responsives. Autant dès qu'on franchit le monde ou qu'on veut passer dans le monde de l'applicatif et faire de l'application web, on est obligé de commencer à taper dans les frameworks JS. On est vraiment sur l'applicatif, sur un mode de développement qui est très, très différent. Et là, ce qui va être important, je pense, c'est au niveau du CMS, d'être capable d'exporter et de publier les données dans des formats d'inter-échange, donc de type JSON, de type XML, suivant ce dont on a besoin côté applicatif. Et là, la souplesse de templating de SPIP permet vraiment
vraiment ça, puisqu'on va vraiment pouvoir créer ces templates d'export de données avec la sélection par les boucles et l'export en JSON, en XML suivant les cas par cas, sans avoir à aller coder de choses particulières. Donc on a vraiment ce pont qui permet d'exporter les données et de les exploiter ensuite dans l'application qu'on va construire sur des frameworks applicatifs qui sont complètement un autre monde en termes de développement. Donc le CMS ne sert pas seulement à présenter de l'information, mais à fournir de la donnée. Tout à fait, ouais. Là, on est un peu dans le prolongement de ce qui historiquement était RSS, où on publiait les données vers le monde extérieur. Là, le monde extérieur, c'est aussi l'applicatif mobile. Et donc, du coup, on n'est plus seulement sur RSS, on va aller dans des formats plus riches et plus structurés qui sont adaptés au cas par cas et au développement de l'applicatif. Mais oui, tout à fait. C'est là où on revient sur les microdata aussi. Aussi, oui, on peut avoir des enrichissements de certaines parties, effectivement. Merci. Donc maintenant, passons à CMS Simple et la mobilité. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. L'avantage, en tout cas, un des grands intérêts de CMS Made Simple, c'est qu'on est libre au niveau de la mise en page et on est justement libre de mettre en place le type de mise en page pour le mobile, responsive, que l'on souhaite. On a un certain nombre d'outils fournis par Smarty, par des modules intégrés ou tiers. Là, j'ai un exemple ici qui permet de tester si on est sur un mobile, mais de nombreux plugins existent pour nous permettre de faciliter la tâche. En natif, dans le système de gestion des gabarits, vous pouvez également définir automatiquement vos media queries dans les feuilles de style. C'est le CMS qui, après, va regrouper les différentes feuilles de style adaptées aux mêmes media queries pour les compresser et les réunir dans un seul et même fichier. Donc le CMS est un bon outil pour cela. D'un point de vue mobile, on peut également facilement avoir deux gabarits différents, justement grâce à ce type de code, choisissant est-ce qu'on est sur mobile ou sur écran standard, pour formater de manière différente notre vue d'un article, notre vue d'un produit ou de tout type d'autres éléments. On peut également facilement créer une seconde arborescence si on veut vraiment séparer le contenu mobile pour n'avoir que 4 pages du site principal qui en aura 15 par exemple, et créer comme ça des accès. On va router l'utilisateur en fonction de l'endroit duquel il se connecte. Là, on a quelques exemples de sites qui ont été réalisés. Il en existe de nombreux autres, mais ça vous donne un peu une idée de la variété des designs qui existent. On a vraiment accès à toute la palette des outils qui existent aujourd'hui sur des sites, ou en tout cas des codes sources statiques, que l'on va pouvoir intégrer dans CMS Main Simple et rendre dynamique grâce aux différentes balises Smarty, aux variables qu'on va pouvoir intégrer à n'importe quel endroit du système. Tu parlais tout à l'heure de récupération des données. Bon, effectivement, on peut également adapter les différents gabarits pour sortir du XML, récupérer ça dans une application, également mettre à jour les données du site à partir d'une application, sans difficulté, justement, grâce à Smarty qui va nous permettre de formater aussi bien du fichier HTML que des fichiers XML, des RSS ou tout type d'autres données. Merci. Passons maintenant à Joomla. En fait, la conclusion, c'est que Joomla 3 a été pensé responsive, donc forcément mobile. Et l'idée, en fait, dans l'applicatif, c'est que l'applicatif est plutôt un monde à part. Aujourd'hui, en fait, on a voulu en fait donner aux possibilités un maximum de personnes en fait de pouvoir travailler le mobile sans forcément avoir la compétence ou la technicité. Derrière, en fait, on a quand même des solutions qui existent de façon alternative, comme par exemple une alternative en fait à l'utilisation de Bootstrap, c'est le service mobile Joomla qui permet d'avoir une détection à travers un template spécifique du user agent, c'est-à-dire qu'on a les 17 000 types de mobiles qui existent, qui sont détectés, et on peut en fait interfacer un Joomla qui soit complètement adapté en fait au type de mobile que l'on possède. Aujourd'hui, en fait, c'est une optimisation à travers le mobile qui est quand même assez efficace. Pour donner un exemple,
il y avait une différence de 400% en termes de chargement de vitesse entre la version desktop et la version mobile. Donc il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus, en dehors du responsive. Et l'intermédiaire, en fait, c'est justement l'HTML5 qui permet de détecter, qui permet d'afficher en fait les repères par rapport à la géolocalisation, par rapport à tout cet ensemble. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que le terme d'application, que ce soit sur iOS, Android et les autres systèmes, aujourd'hui, on a des outils qui existent, qui s'interconnectent à travers des solutions comme JSON ou tout le reste, qui permettent par exemple d'avoir du e-commerce à travers Virtuamart, où on peut suivre son catalogue, je dirais, dans une application. C'est des interconnexions que les développeurs tierces proposent, et aujourd'hui c'est la liberté en fait de pouvoir créer autour du CMS. Donc la normalisation via HTML5, pour conclure, finalement vous apporte une certaine liberté d'interconnexion vers des nouveaux formats, de formalisme et de présentation. Peut-être, j'ai vu passer une question sur le mur là, et qu'effectivement on n'a pas évoqué, c'est la compatibilité avec les anciens navigateurs. Je crois que la personne disait qu'elle avait encore pas mal d'utilisateurs sous IE8 par exemple. Et effectivement, il ne faut pas oublier que HTML5 n'est qu'un outil qui vient enrichir les solutions, et cet enrichissement ne se fait jamais au détriment des anciens navigateurs moins modernes, pour être gentil. Et qu'il y a toujours des parcs d'utilisateurs qui sont effectivement IE8, IE7. Là, bon, pour être honnête, le support d'IE6, lui, je crois qu'il est à peu près abandonné par tout le monde. Mais encore, on est encore effectivement dans le support de ces versions-là, que ce soit IE7 ou IE8, parce que ça représente encore une part importante des utilisateurs dans le monde de l'entreprise. Donc il existe quand même des solutions pour justement commencer à utiliser l'HTML5 avec Modernizer par exemple, qui permettent donc de permettre à d'anciens navigateurs de comprendre l'HTML5, ce qui permet dès aujourd'hui d'amorcer la transition et de se préparer pour demain. Tout à fait. Alors maintenant, place aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, Igor Chaumerger. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui que d'un point de vue admin, des solutions, on peut n'être que HTML5 et abandonner justement le support des anciens navigateurs ? Est-ce que vous pensez que l'administrateur du site, on peut lui imposer à lui une interface purement HTML5 ? Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas le parc utilisateur, et dans le monde de l'entreprise, il y a pas mal d'administrateurs qui sont encore obligés, pour des contraintes de politique interne en termes de système d'information, qui sont encore obligés d'utiliser des navigateurs comme IE7 ou IE8. Et donc, il est nécessaire que les administrations fonctionnent sous ces navigateurs-là. On accepte parfois d'avoir des... Enfin, de toute façon, on sait que sur ces navigateurs-là, il y a certains enrichissements fonctionnels dont ils ne bénéficieront pas. De toute façon, tout n'est pas possible. Et il y a un moment, il ne faut pas chercher à vouloir absolument faire ce qu'un navigateur n'était pas prévu pour faire, et vouloir lui permettre de faire des fonctionnalités qu'il ne supportait pas, parce que ça entraîne des coûts en termes de librairie JavaScript pour émuler certaines fonctions qui deviennent non supportables et qui n'ont plus de sens. Mais par contre, ce qui est important, c'est que tout le travail d'administration puisse être complètement fait avec ces navigateurs-là, et que ça ne soit pas un frein bloquant. Donc aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne Spip, la réponse est non. Ces navigateurs-là continuent à fonctionner, et on peut continuer à administrer des sites avec ces navigateurs-là, oui. D'accord. D'autres questions ? Bonjour, Pierre Chauvel. J'avais une question. Vous avez évoqué au début que la HTML5 permettait de faire de la navigation hors ligne. On a évoqué, je pense, à peu près tous les sujets du HTML5, sauf celui-là, si je me trompe. Qu'est-ce que les CMS que vous avez présentés proposent pour ça ? C'est-à-dire, je suis sur un site CMS Made Simple, Joomla ou Spip dans la rue, je rentre dans le métro, il se passe quoi ? Enfin, moi, je peux faire un début de réponse qui va être sans doute décevant. C'est ce que je disais, pour moi, il y a deux mondes. C'est le responsive web design d'un côté et l'applicatif web.
Le hors-ligne, on est pour moi dans l'applicatif web, puisque aujourd'hui HTML5 est effectivement une API qui est le Manifest App Cache, qui permet en théorie de faire du hors-ligne sur des pages web. En pratique, la littérature est pleine à ce sujet-là. Ce manifeste, cette API est très mal fichu et ne permet pas de faire proprement du hors-ligne. Et dès qu'on va être dans hors-ligne, on est sur des artilleries qui sont beaucoup plus lourdes, puisqu'il faut mettre en place du local storage, il faut mettre en place beaucoup de choses en termes de JS, et on bascule sur du framework JS applicatif. Donc, pour moi, à partir du moment où on parle de hors-ligne, on n'est plus sur du web responsive design, on est sur de l'applicatif et on n'est plus sur simplement du HTML, CSS. On est vraiment sur des composants qui sont beaucoup plus lourds et qui sont dans du développement applicatif. Donc avec un téléchargement d'une appli en fait. Avec un alors oui, mais qui peut être de l'appli web, c'est-à-dire que ces téléchargements entre guillemets, c'est à partir du moment où on arrive sur l'appli, elle s'auto-télécharge au premier passage. C'est-à-dire qu'on ne passe pas forcément par de l'App Store, on ne passe pas forcément par des marketplaces, mais on est quand même sur de l'application qui se télécharge et qui télécharge son contenu, qui après va le chercher tout le contenu sous forme structurée dans un format d'échange auprès du CMS. Mais on est... alors, vous allez peut-être me tromper, mais je pense qu'on est vraiment cette réalité-là. Parce que c'est le domaine de l'applicatif, et je dirais même qu'en termes d'utilisation, en termes d'usage, on va couper ça en fait à des clouds pour pouvoir en fait récupérer l'information, parce que le problème du stockage en termes d'applicatif par rapport aux responsives, je veux dire, c'est vraiment deux mondes à part. Donc, on ne peut pas en fait aujourd'hui créer un système de stockage qui à la fois en fait va être dans l'ensemble, parce que c'est le responsive. Il y a une grande difficulté aujourd'hui, c'est par exemple quand vous êtes en mode desktop, vous avez des images qui sont hyper lourdes. Imaginez en fait tous les éléments en fait même d'une administration où vous avez énormément de boutons, de devoir en fait simplifier tout ça dans un smartphone. Le problème en fait c'est que on a tout ce travail qui est déjà à faire, et en plus derrière on doit stocker les données. Donc ça double en fait le monde en fait du développement, et donc derrière en fait peut-être que ça arrivera un jour, mais dans l'absolu, aujourd'hui, non. Ok. Ah. C'était juste pour rejoindre un peu la tendance aussi, hein, également. C'est vrai que sur ce type d'application-là, et sur des demandes un peu plus particulières, je pense qu'on se concentre tous un peu plus sur le responsive aujourd'hui, d'un point de vue affichage. Après, sur ces données stockées, c'est des choses qu'on va pouvoir ajouter, en tout cas dans le cas de CMS Made Simple, hein, sur demande, comme on est totalement libre au niveau de l'implémentation. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver en natif. On reste sur un cœur plus léger. Ce n'est pas des fonctions qu'on a dans le cœur du CMS Made Simple, en tout cas. Ça peut s'envisager. Ajouter des librairies pour le mettre en place. Même des choses plus simples, du type jQuery mobile, qui peut aussi faire un peu de préchargement, des choses comme ça, ou faire du stockage en local. Ça peut s'intégrer, mais ça ne sera pas en natif dans la solution. C'est une nouvelle fois l'intégrateur qui choisit de le faire, de ne pas le faire, ou le développeur de l'ajouter dans le site, quoi. Merci. D'autres questions? Non. Bon. Je voulais remercier donc nos intervenants. Et leur laisser le mot de la fin, si vous en avez un. Le mot de la fin? N'hésitez pas à passer nous voir, on est sur les stands, les petites tables derrière, donc si vous avez des questions complémentaires, on pourra y répondre, bien entendu. Voilà. Merci à tous, et effectivement, on est à votre disposition. Merci à tous. Bonne journée. Merci.